Didier Kaninda, il est un haut cadre universitaire, juriste en formation, journaliste en même temps. Et il est cadre de l'UDPS Tshisekedi, coordonnateur de la SECAS. Voilà, SECAS. Cellule de communication des actions du président de la République. Monsieur Didier Kaninda, il n'est pas un habitué de notre média. Il a été reçu plusieurs fois par le président du CESAC, Christian Bossembe. Aujourd'hui, il est avec nous dans Entre les lignes. C'est un immense plaisir d'être avec lui ici sur ce plateau. Une crème de l'UDPS Tshisekedi. Monsieur Didier Kaninda, bonjour. Bonjour cher Dan, vous m'aviez accusé tout à l'heure là que je ne suis pas habitué, mais moi j'ai tort que cette accusation parce que lorsque vous m'aviez invité, je me suis précipité pour être là. Ouais. Donc si je ne viens pas, les téléspectateurs ou les gens qui nous suivent doivent comprendre que c'est plutôt vous qui ne m'invitez pas. Et à chaque fois que j'aurai l'invitation, j'aurai bien le plaisir d'être là. Exactement. Mais bien que nous ne sommes pas très habitués sur votre plateau, mais nous vous suivons, c'est ici l'occasion de vous féliciter parce que je vois une génération montante, mais des journalistes hyper outillés, très professionnels. Alors j'en profite pour vous féliciter. Merci beaucoup, monsieur Didier. Ça nous va droit au cœur. Mais nous sommes aussi en face d'une crème de l'UDPS. Il semblerait qu'à l'UDPS, il n'y a pas de bons communicateurs. Mais vous êtes là. Comment se fait-il qu'il y ait ces genres de propos? Non, les gens qui le disent simplement parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est l'UDPS. L'UDPS a été fondé par des grands élites, les 13 parlementaires qui étaient des élites. Et l'UDPS a toujours été un parti d'élites. Mais certes, il y a eu un moment où la masse a été beaucoup plus grande parce qu'on a passé plusieurs moments dans l'histoire. Je pense que si vous regardez l'histoire de l'UDPS, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui ont été chassés à l'université parce qu'ils étaient membres de l'UDPS. Moi qui vous parle, je me rappelle encore il y a plus d'une dizaine d'années, quand j'ai défendu mon mémoire en communication, il y avait un de mes des professeurs parmi les jurys qui disaient que mais toi tu es de l'UDPS, tu vas souffrir, tu vas voir comment. Vous voyez, donc on n'avait pas la chance, tout simplement parce que nous étions de l'UDPS, parce qu'on combattait, parce que nous étions appelés des combattants, parce que nous avions un combat, une lutte à mener. Mais cependant c'est faux, c'est une diabolisation. L'UDPS, il y a des crèmes. Dites-moi, dans l'histoire de tous les présidents, qui est ces présidents-là qui communiquent mieux plus que les présidents Félix-Antoine Tshisekedi? Il n'y en a pas. Peut-être un peu le président Mobutu parce qu'il était journaliste, il avait l'art, il connaissait l'art de communiquer. Mais nous avions eu après Mosé Kabila qui communiquait certes de sa manière, Joseph Kabila qui ne parlait presque pas, mais si vous êtes en face du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vous sentez que c'est une crème, une crème des crèmes, une personne qui sait communiquer. Je ne vois pas de critiques par rapport à sa communication. Sa première conseillère, que moi j'appelle sa première conseillère comme ça, mais notre estimée première dame, qui quand elle communique, c'est super, c'est super. Ils sont tous de l'UDPS. Ils sont de l'UDPS. Nous avons beaucoup de cadres de l'UDPS. Nous avons maître Peter Kazadi qui communique trop bien. Nous avons un excellent communicateur que moi j'admire beaucoup, le professeur Paul Chilumbu, qui communique mieux en lingala, en français, qui sait taquiner, qui sait porter la casquette de la rue pour parler à tout le monde. Exactement. Donc c'est faux. Nous avons des crèmes à l'UDPS. Et l'UDPS, non seulement que nous avons des crèmes, je vais vous dire que c'est les partis espoirs du Congo, c'est l'UDPS. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était un ballon d'essai, c'était un pouvoir où on nous a laissé avec beaucoup de pièges. Mais vous allez voir, les présidents de la République avec une majorité de l'UDPS au mandat prochain, comment nous allons gérer ces pays, comment nous allons corriger tous ces ratés. L'UDPS, c'est l'espoir, les partis espoirs du Congo. D'accord, là vous parlez du prochain mandat, pendant que vous avez déjà le pouvoir. Donc... Exactement, parce que nous nous préparons, nous nous sommes préparés pour avoir les prochains mandats. J'étais même en train de réfléchir, je me suis dit, mais comment est-ce que lorsque le président de la République a dit que l'opposition pète, les gens ont dit des choses, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, à l'UDPS, nous avions su maintenir les caps.
Voyez comment nous critiquons même à la télé. Voyez comment nous maintenons des critiques, même à l'égard de nos autorités, même au sein du parti. Parfois, ça sort aux médias, les autres pensent qu'ils utilisent ça contre nous, alors que nous maintenons les caps et de l'opposition et du pouvoir en même temps. C'est comme ça que dans 4 ans, il n'y a aucun opposant qui a pu émerger. Vous savez, une lutte, par exemple, dans l'opposition émerge avec les temps. Mais dites-moi aujourd'hui qui est capable de mobiliser la foule, d'éranger la foule comme les Sphinx le faisaient. Il n'y a pas. Donc nous avions été sages, en même temps d'être aux côtés de la population, aux côtés du peuple, et en même temps être au pouvoir. D'accord. Ça, c'est l'intelligence de l'UDPS. D'accord, monsieur Didier Kaninda. Et donc, opposition à péter, comme l'avait dit le président. On va donc essayer d'y revenir dans cette émission. Le parti présidentiel, UDPS au sein de l'Union sacrée de la Nation. Quel rôle joue l'UDPS au sein de l'Union sacrée de la Nation? Comment l'UDPS se prépare pour les élections de 2023? Quel est le poids de l'UDPS au sein de l'Union sacrée? Quelle est l'influence de l'UDPS au sein de l'Union sacrée de la Nation? Alors, monsieur Didier Kaninda, on va commencer par cette histoire parlons d'abord de l'Union sacrée, où vous êtes comme parti politique. Est-ce que l'UDPS est un parti phare ou un parti minoré? Non, non, l'UDPS est les partis phares. De l'Union sacrée. De l'Union sacrée. Nous étions au stade, vous aviez vu la mobilisation de l'UDPS, et je peux vous rassurer que sans l'UDPS, il n'y a aucun regroupement ou aucune formation politique qui peut remplir les stades si facilement. Parce que l'UDPS, c'est un parti des masses, en fait. Mais s'il faut savoir si nous sommes minoritaires ou majoritaires, nous sommes un parti majeur de l'UDPS, bien que vous dites ça peut-être par rapport à tout ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux. On dit comment est-ce que le secrétaire général peut parler en deuxième ou en troisième. Non. L'Union sacrée, c'est la pensée intelligente du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et ce n'est pas que la pensée de Félix-Antoine Tshisekedi, c'est la pensée du sphinx de l'humanité, Etienne Tshisekedi. Il faut que les Congolais, il faudrait que nous arrivions à un moment donné à réfléchir ensemble. Prendre nos divergences, les mettre sur table et réfléchir ensemble pour les biens de la population. Réfléchir avec qui? Réfléchir ensemble, tout le peuple. À l'Union sacrée, il y a presque tout le monde. Je vois comment on insulte les autres, on essaye de vilipender les anciens transfuges du PPRD et autres. Mais ils sont les bienvenus. Pourquoi? Parce que l'UDPS, l'idéal de l'UDPS est de réunir tout le monde, mais de leur dire que voici la voie que nous devons suivre pour l'avancement de notre nation. L'idéal, c'est de réunir toutes les intelligences. Moi, je suis content quand je vois chez Okitundu, notre aîné, nous rejoindre. Je suis content quand je vois Lambert Mende au Malanga être avec nous. Je suis content quand je vois tous ces restes-là. Les professeurs vous vous souvenez de l'attaque de votre parti présidentiel qui a eu, je crois, en 2015, oui, quand il y a eu cette loi sur cette proposition de loi qui devrait aboutir justement à l'identification de la population et aussi au recensement. Ces manifestants qui a eu lieu, il y a eu des morts à l'UDPS. Exactement. À l'époque, on a suivi Lambert Mende, minimiser cette activité, les incidents, les morts des jeunes qui sont partis à l'UDPS. Mais c'est avec ces personnes-là que vous composez aujourd'hui, vous pensez bien faire. Avec des personnes que vous avez combattues, qui vous ont fait très mal. Comment vous comptez Non, il y a une réalité de choses. Je pense même que l'évangile de Christ est basé sur ça. Christ est venu pour les pécheurs, pour les mauvais. Il était venu pour les mauvais. Il y a une chose que vous devrez comprendre. En fait, la politique est toujours donnée par un leadership. Ils avaient quel genre de leadership? Tous ces gens-là, les Mende et les autres, ils avaient quel genre de leadership? Ils ne pouvaient pas faire autre chose. Ils étaient aliénés, ils ne pouvaient pas exprimer d'autres pensées. Regardez comment Lambert Mende, je l'ai suivi sur la question de... Je pense que c'est la question de l'Est et autres. Il était contre par rapport à la ligne qu'avait suivi la question sur l'EAC, par exemple. Il était contre par rapport à la ligne du président de la République. Mais personne ne l'a vilipendé. Mais à l'époque des Kabila, quand vous pensez contrairement de lui, demain, soit vous mourrez, soit vous fuyez, soit vous partez en exil.
Et on les comprend. Mais les restes, tout ce que nous avions subi, nous avions pardonné. Ils ont eu notre pardon. Et aujourd'hui, vu les enjeux de la RDC, face aux menaces que nous avons dans l'Afrique, face à toute cette guerre que nous avons, face au Rwanda qui nous menace, nous devons être ensemble. Vous ne pouvez pas vous dire de gérer ces grands pays et beaux pays seuls ou un parti politique, c'est impossible. Nous avons la dimension d'un sous-continent. Sur base de quel principe vous avez eu cette majorité parlementaire au cours d'une législature, monsieur Didier Kanina? Non, mais ils ont compris. Comment ça s'explique? Ils ont compris. On a la majorité parlementaire sur base d'une alliance. Oui. Vous avez mis fin à l'alliance avec le FCC. Oui. Mais vous avez obtenu la majorité parlementaire. Comment vous l'expliquez? Non, mais je pense que la Cour constitutionnelle a tranché sur cette question. Et vous êtes sans contredire que les arrêts de la Cour nécessitent donc d'aucun débat. Mais s'il faudrait effleurer sur cette question. Mais vous savez, on dit que les mandats du député sont impératifs. C'est-à-dire un député est libre de prendre son camp ou son côté. D'autant plus qu'il n'y avait pas un parti majoritaire au début de la législature. Il n'y en avait pas. Il n'y a pas un parti qui était majoritaire en termes des élections. Ce ne sont que des alliances. Ça, c'est le départ, il faudrait comprendre. C'est comme ça qu'on n'avait pas besoin de commencer par... le président de la République n'a pas nommé un formateur ou un informateur du gouvernement. On a composé avec les FCC parce que c'était présumé que nous étions majoritaires. Mais après, il fallait se poser des questions et commencer à former un informateur du gouvernement pour détecter la majorité. Or, la majorité, ça n'a pas été les PPRD. Les PPRD n'a jamais été majoritaire. C'est un parti qui a terrifié les Congolais. C'est un parti qui continue à terrifier les Congolais. Mais c'est une coquille vide. Il faudrait se le dire. Aujourd'hui, nous voyons comment est-ce qu'ils ne savent même plus remplir 1000 personnes. C'est vide quand vous passez sur Batété, là, vous passez sur les interfédérales du PPRD. Est-ce que vous n'êtes pas en train de commettre la même erreur que le président Mobutu, tous ces gens qui ont travaillé avec Mobutu, qui ont dirigé avec lui, qui l'ont accompagné? Et aujourd'hui, le MPR n'existe presque pas parce que Mobutu est parti. Oui. Le PPRD de Joseph Kabila, tous ces PPRD, on dirait même le FCC, ils étaient tous là, ils l'ont accompagné. Et Kabila n'est plus au pouvoir, ils sont en train de le quitter presque tous. Oui. Et aujourd'hui, c'est le président Tshisekedi qui est en train de se faire rejoindre par ces gens-là. Oui. Or, nous connaissons le bilan de ces gens-là avec 32 ans avec Mobutu, le chaos, 18 ans avec Kabila, le chaos. Est-ce que vous pensez faire différemment pendant qu'il y a déjà des exemples qui montrent que ces gens-là ne sont pas des bons élèves? Non, mais rassurez-vous, très cher Dan. Comment transformer un mauvais élève par le professeur pendant qu'il y a des profs qui ont échoué dans le passé? Non, rassurez-vous, très cher Dan, que moi je pourrais vous dire que ces mandats n'ont pas été ni facile pour l'UDPS, ni facile pour les présidents de la République. Mais rassurez-vous aussi que nous savons placer qu'il faut placer. Rassurez-vous. Mais n'oubliez pas, vous êtes peut-être absent dans nos manifestations ou quand nous sommes au stade, mais j'ai aimé la jeunesse quand elle disait... c'est une chanson qu'on chantait Yambalo yo batato yo bazongate tokozale kenge namboka Yambalo. C'est la jeunesse de l'UDPS. Il y a une jeunesse montante qui vient, qui dit que ces choses doivent changer. Mais c'est un combat. Les combats de l'UDPS a été toujours un combat intelligent. C'est comme ça que l'UDPS n'a pas recouru aux armes pendant 38 ans. C'est un combat intelligent. Nous savons un moment, c'est ici même que j'utilise ton plateau pour faire appel à la jeunesse, à la conscience de la jeunesse. Nous devons être conscientes. Ça doit être une jeunesse consciente. Nous devons être très conscients pour élever ces pays. Parce que c'est vrai que c'est nos vieux, les transfuges du FCC, Alain Tundu, ils sont avec nous. Mais ils sont en politique pour combien d'années? Faisons les calculs. Alain Tundu a déjà plus de 70 ans. Chez Okitundu, on a plus que ça. Ils sont là. J'aime cet adage où on dit en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui se brûle. C'est des bibliothèques. Lorsqu'ils acceptent la vision du chef de l'État, la vision de l'UDPS, et ils se répandent, on les accepte. Est-ce qu'ils ont un bon bilan, ces gens-là, ces personnes qui vous rejoignent? Est-ce qu'ils ont un bon bilan? Est-ce que ce sont des modèles, des exemples que nous pouvons suivre aujourd'hui? Ils n'ont pas de bilan à présenter. Ils n'ont pas de bilan à présenter. Ils viennent en soutien. Ils viennent ils sont convertis, ce sont des convertis.
C'est des pêcheurs convertis à 70 ans, à 75 ans. Exactement. Toute sa vie, il a fait la même chose. Toute sa vie, c'est se servir à soi-même que servir le peuple. Non, mais est-ce qu'à 70 ans, il peut s'en faire différemment? Mais lorsqu'il n'empêche pas les chefs de l'État de poser des bonnes actions, lorsqu'ils n'acceptent en rien, les chefs de l'État, de poser les bonnes actions, mais cela est une bonne chose. Lorsque sur notre bilan, nous avons un bilan positif, Félix Antoine Tshisekedi a un bilan positif. Lorsque ces actions sont concrètes et que le bilan il est positif, lorsqu'il est aimé par la population. Parce que, vous savez, il y a une tranche de la population qui pensait que les chefs de l'État seraient là au stade. Et ils sont venus pour le voir, ils sont venus pour l'entendre. Vous voyez, ils sont venus pour écouter les chefs de l'État. Vous n'avez pas fait comme vos prédécesseurs qui achetaient les jeunes pour remplir les stades? Non, il paraît qu'il y a eu de l'argent qui est sorti. Est-ce que c'est vrai? C'est faux, c'est faux. Vous savez, vous savez, je vais vous dire une chose. Le plein là, c'était spontané. Attendez, vous pensez vraiment 500 partis politiques ne peuvent pas remplir ces petits stades? Nous l'avions rempli il y a des ans passés ici, l'UDPS, nous avions rempli ces stades-là. Plein comme un œuf, il y a des années seulement. Non, mais les stades, c'est le plus petit exercice que nous pouvons faire. C'est la plus petite chose. Je ne vois pas pourquoi on va donner de l'argent, on va surdoyer. Non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, j'ai dit toujours ça aux gens. Nous voyons des défections par-ci, par-là. Dites-moi, est-ce que vous avez une interview, une déclaration d'un membre de l'UDPS qui a quitté l'UDPS par mécontentement? Non. Par contre, c'est tout le jour qu'il y a des adhésions, c'est tout le jour qu'il y a des gens. C'est pour vous dire que l'UDPS, c'est un parti des masses qui ne va pas se dissoudre aujourd'hui parce qu'il y a des mécontentements, parce qu'il y a des ratés. Parce qu'il y a aussi des ratés en termes de gouvernement. Qui dirige votre parti aujourd'hui? Mais le parti est dirigé par le secrétaire général Augustin Kabouya. Il n'y a pas de président. Non, non. Nous avons des textes. L'article 26 de notre statut scrupule que... en empêchement du président, il y a un triumvirat qui se fait. Ce triumvirat-là qui est composé du secrétariat général, du président de la CEP et du président de la Convention démocratique du parti CDP. Et les plus grandes décisions doivent être prises là. Okay. Mais nous avions tous ces présidents. Nous avions les présidents de la CEP, qui est Jacquemain Chabani, qui est maintenant conseiller. Qu'est-ce qui vous empêche de trouver un président? Nous irons au congrès. C'est les congrès. Le président est élu par les congrès. Et au bon moment, nous irons au congrès. Mais certes, moi je n'encourage pas. Je dis que c'est des questions internes que nous n'apportons pas aux médias, certes. Mais il y aura un moment donné, comme des intellectuels, nous allons discuter sur cette question. Mais ce qui nous empêche vraiment, c'est la gestion de la République. Je ne me vois pas être à l'aise chez moi lorsque la République brûle. Vous voulez voir un parti qui s'organise, un parti qui ne pense qu'à soi, alors que la République a des sérieux problèmes. Je dirais que c'est irresponsable. Nous sommes aujourd'hui un parti au pouvoir. Est-ce que la question primordiale serait d'aller au Congrès chercher un président? Ou serait, comment pourrons-nous faire pour aider les chefs de l'État? Pour apporter la paix? Est-ce qu'aujourd'hui, la vision de vos pères fondateurs de l'UDPS est-elle appliquée pendant ce pouvoir? Exactement. La première vision, c'était de chasser les téméraires au pouvoir. Nous sommes au pouvoir. Vous êtes au pouvoir. Nous sommes au pouvoir. Mais prenez aussi votre micro. Est-ce que vous êtes en train de travailler dans l'intérêt du peuple, vraiment, ou bien vous êtes fondu dans la masse FCC? Non, mais lorsque les présidents de la République offrent à la population, je dis bien offre parce qu'en fait c'est un droit qui a été volé, la gratuité de l'enseignement. C'est travailler pour les peuples. Ça, c'est un fait. Mais vous n'appliquez pas la péréquation de 40%. Les provinces sont restées telles quelles. C'est une partie de la Constitution que vous appliquez, M. Didier Kanina. Non, mais nous allons mollo. Nous avions trouvé beaucoup de problèmes dans ce pays, mais nous y travaillons. Mais il faut d'abord réfléchir et regarder sur c'est quoi les vrais problèmes qui rongent notre nation. Vous pouvez bien parler des Koulouna. Mais ces jeunes-là, attendez s'il vous plaît, ces jeunes-là qui sont Koulouna aujourd'hui, ils nagent entre 16 et 17 ans, qui prennent des histoires
ils ne réfléchissent pas, qui savent ni lire ni écrire. Mais c'est quoi la cause? La cause, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Et ces Koulouna-là sont venus par Kabila, par le système Kabila. Le chômage aussi. Non, vous n'avez pas. Est-ce qu'il y a une politique pour la prise en charge, l'emploi des jeunes? Combien d'emplois vous avez créé? Combien de jeunes, la prise en charge des jeunes qui finissent l'université, l'orientation? Qu'est-ce que vous avez fait de la jeunesse congolaise? Non, mais qu'est-ce que vous faites de la jeunesse congolaise? Non, oui, je vais revenir sur votre question, mais j'étais en train de dire que les plus grands mots qui a rongé cette nation, c'est d'abord l'éducation. Parce que quand vous parlez du changement des mentalités, il faudrait que les gens soient en mesure de pouvoir capter ce que les bonnes manières, par exemple. Et ça s'apprend à l'école. Mais lorsqu'il y avait 6 millions d'enfants qui ont repris les circuits scolaires, mais il faut dire bravo au chef de l'État. Parce que c'est 6 millions d'enfants qui seront responsables dans 10, 20 ans. Ces enfants-là seront à l'université. Mais vous ne vous posez pas de questions. Quel serait le sort de ces 6 millions d'enfants? C'est des Koulouna aujourd'hui. Oui, ça va être des Koulouna du futur. Mais sur la question de l'emploi, l'État ne crée pas les emplois dans un État sérieux. C'est les privés qui créent les emplois. L'État améliore les conditions de l'emploi. Mais allons-y. Nous avions trouvé des militaires. Nous avions trouvé, commençons par les enseignants. Nous avions trouvé les enseignants touchant 90 000 francs, 90 000. Mais aujourd'hui, ils sont à 450 000. Ils sont à 450 000, cher Dan. Nous avions trouvé les fonctionnaires de l'État, des militaires, qui sont aujourd'hui tous dotés. Nous avions trouvé, je vous ai parlé de l'enseignement, aujourd'hui, entrez sur les réseaux sociaux, vous allez voir, on vous dit, j'ai vu les commentaires même des opposants qui disent que l'UPEN ressemblerait aujourd'hui en Allemagne d'Afrique. L'UPEN, l'Université pédagogique nationale, qui est réfectionnée aujourd'hui. Les hommes sont aujourd'hui réfectionnés par les présidents de la République. Et lorsque les présidents parlaient de l'Allemagne d'Afrique, c'était une vision qui, certes, s'accomplira avec les temps, mais c'était une vision. Donc, nous sommes en train d'y travailler et je pense que ce n'est pas à 4 ans que tout sera fait, mais il y a la volonté. Dans les chefs du président de la République, vous sentez la volonté de mieux faire. Mais cependant, nous ne nous arrêtons pas là. Nous ne disons pas que c'est bon. C'est comme ça que nous allons plus loin pour proposer. C'est un bilan élogieux. Exactement. Le bilan est élogieux. Un bon bilan. Les bilans, moi je scinde les bilans. Quand il faut faire une analyse, je scinde les bilans. Je les partage par les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi d'abord, parce qu'il est venu, il a travaillé sans gouvernement, avec les programmes 100 jours. Mais les programmes 100 jours nous ont donné la gratuité de l'enseignement. Les programmes 100 jours, ces programmes nous a laissé les sauts de mouton. Ces programmes nous a laissé l'usine de Lemba Imbu. Ces programmes nous a laissé l'usine de Ozone. Ozone, c'est Tchilé-Gelou. Après, il a lancé les programmes Tchilé-Gelou. Et l'action du chef de l'État est totalement une réussite. Mais il faudrait maintenant pousser d'autres ministres. Parce qu'il y a des ministres qui ne travaillent pas. Il y a des ministres fainéants. On les pousse à travailler. Il y a des ministres qui ne travaillent pas. Je ne le connais pas, monsieur Dédé. Exactement. C'est comme ça qu'on a chassé un ministre. C'est la présidence d'une république comme la nôtre, où nous connaissons la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et entre la présidence et le gouvernement. Oui. Qui initie les projets d'action publique? Est-ce la présidence ou le gouvernement? Quand vous avez parlé des projets 100 jours, Tchilé-Gelou, qui initie des projets? C'est le gouvernement ou c'est la présidence? Vous l'avez bien dit, mais c'est le gouvernement, bien sûr. Mais après, ils suivent la vision du chef de l'État. 100 jours, c'est le gouvernement qui a lancé ou c'est pas le gouvernement? Le gouvernement, bien sûr. Tchilé-Gelou, c'était le gouvernement, bien sûr, sous l'impulsion du chef de l'État. Sous l'impulsion du chef de l'État. Comment le directeur de cabinet était celui qui pilotait ce... Mais il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul. Il pilotait. Est-ce que c'était le rôle C'était le rôle d'un... Non, mais lorsque... Le rôle d'un directeur de cabinet du chef de l'État, est-ce que c'est celui-là? Non, mais lorsque... Dans les projets publics. Lorsque vous êtes en face d'une situation de crise ou une situation de cohabitation... On ne viole pas la Constitution, mais lorsque vous avez un gouvernement démissionnaire, lorsque vous avez... Je vous ai dit tantôt, nous avions eu beaucoup de problèmes dans ce mandat. Est-ce que vous savez qu'on avait des ministres qui étaient tellement très mal intentionnés à faire échouer l'action du chef de l'État?
Est-ce que vous savez que dans ce quinquennat, il y a eu même des présidents des institutions comme l'Assemblée nationale et le Sénat qui boudaient les actions du chef de l'État. Il y a eu des ministres qui boudaient les ordonnances du chef de l'État. Mais on a vécu tout ça. Et lorsque vous scriptez bien ces programmes de 100 jours, c'est vrai que la présidence de la République, sous l'impulsion du président, bien sûr, les directeurs des cabinets qui donnaient des ordres, la vision du chef de l'État, mais cela a été exécuté par les gouvernements. Et c'était ça, on a tout vu dans le procès, on a vu qu'on a fait appel au ministre, on a fait appel au ministre des budgets, des finances et les restes. Pourquoi? Parce que c'est eux qui étaient les ministres de tutelle. Donc voilà un peu. D'accord. Monsieur Didier Kanida, Félix Tshisekedi, au sein de l'Union sacrée, c'est la haute autorité de l'Union sacrée de la nation. Ouais. Selon la charte que vous avez signée, à l'époque, Joseph Kabila, c'était l'autorité morale du Front commun. C'est quoi la différence entre haute autorité et autorité morale? Bon, tout ça, ça nage beaucoup plus dans la terminologie, dans les verbes. Mais en principe, l'union sacrée, c'est les génies du président de la République. C'est pratiquement la même chose que autorité morale, autorité politique. Non, il y a une nette différence. Il y a une nette différence. Si je vous demande... C'était la conception du président Kabila. Si je vous demande, c'était quoi leur vision? Beaucoup de gens oui, qui étaient... Non, le problème, ce n'est pas les éléments qui sont autour de l'ensemble, c'est la vision. Si je vous demande, les FCC, c'était quoi la vision? C'était quoi leur vision? Les FCC, c'était quoi leur vision? Non, c'est à vous de nous dire plutôt quelle est votre vision du Front commun. Exactement. C'est là en fait là la différence. Les FCC n'avaient aucune vision. Leur vision, c'était, en guillemets, de maintenir Chadari au pouvoir. Ou ils n'avaient même pas de candidats. Je me rappelle, les FCC n'avaient même pas de candidats. Pour eux, c'était comment faire pour donner à Joseph Kabila un troisième mandat. Donc, ces groupes de gens-là, les FCC, ils réfléchissaient comment faire pour violer la Constitution. Vous voyez, nous avions eu des démons dans ce pays. Donc, un groupe de responsables, des gens qui réfléchissent comment nous pouvons faire pour torpiller cette Constitution. Des démons qui sont avec vous aujourd'hui. Des démons d'hier qui sont convertis aujourd'hui, qui sont baptisés même, qui sont baptisés, qui vont changer en fait. D'autres qui continuent à bouder, mais ils vont changer. Mais par contre, aujourd'hui, on ne peut pas douter que les chefs de l'État, tout a été dit au stade. Lutter contre la pauvreté, lutter contre les inégalités, lutter contre la guerre, dire au peuple congolais que nous sommes censés, au-delà de nos divergences, par rapport à cette menace de l'extérieur, nous sommes censés être ensemble autour d'un leadership pour léguer à nos enfants ces Congos dans son entièreté. Monsieur Didier Kanida, vous êtes un acteur politique, vous êtes un observateur, un analyste. Donc vous comprenez que c'est différent. Et deuxièmement, mais prenez votre micro, cher dame, s'il vous plaît, prenez votre micro. Demandez à tout le monde, on vous dirait que non, nous avions senti et nous avions compris la volonté politique qui anime les chefs de l'État. Mais cette fois-ci, nous voulons lui donner une majorité parlementaire sans débat, une majorité parlementaire des nouvelles têtes, des jeunes qui vont l'accompagner à exactement transformer ces pays pour devenir l'Allemagne d'Afrique. Voilà l'idéal. Et que le président de la République soit candidat à sa propre succession n'est pas une violation de la Constitution. Comment expliquez-vous? Pas du tout une violation de la Constitution. Et c'est là la différence entre les FCC. Comment expliquez-vous que pendant que nous avions un budget de 4 milliards, le prix des biens et des denrées alimentaires avait un certain prix assez plus ou moins bas. Mais aujourd'hui, on a un budget qui est multiplié par 3 ou par 4. Il y a hausse des prix des denrées alimentaires. Comment ça s'explique? Non, mais c'est une question... moi, je dirais que c'est une question beaucoup plus technique qu'il faudrait poser aux techniciens. Je ne suis pas d'abord économiste, ça j'aimerais le rappeler. Je comprends. Mais il faudrait ne pas oublier... C'est quand même contradictoire, non? Exactement. Non, ce n'est pas contradictoire. Mais ce n'est pas contradictoire. Pourquoi je dis que ce n'est pas contradictoire? Parce que Luzolo Bambila dit qu'il y avait 10 milliards qui fuitaient comme ça dans les trésors publics. Mais aujourd'hui, avec l'IGF, avec l'action de l'IGF, Jules Alinguette, que je salue, que je félicite en passant,
avec son action, nous voyons qu'il y a peu de voleurs. Il y en a encore de voleurs à l'Union sacrée. Il y en a encore. À l'UDPS. Pas à l'UDPS, à l'Union sacrée. Je parle de l'Union sacrée. Il y en a encore. Il y en a encore des détournements. Il y en a encore. Il n'y a aucun voleur à l'UDPS. Non, je ne parlerai pas au nom de tout le monde. Je ne parlerai pas au nom de tout le monde. Nous ne sommes pas parfaits aussi. Nous ne sommes pas parfaits. Il y a des brebis galeuses qui viennent nous infiltrer à tout moment. Il n'y a pas de problème là. Mais seulement aujourd'hui, les gens ne savent pas qu'il faudrait féliciter l'action du chef de l'État par les billets de Gilles Alingueté. Aujourd'hui, pour détourner l'argent de l'État, c'est quand même un exercice beaucoup plus difficile. C'est avec ça que nous pouvons atteindre les assignations des 16 millions. Ce n'est pas de la magie. Nous sommes une nation où, lorsque les choses sont bien faites, lorsque la question de la République est bien gérée, 16 milliards, c'est quand même peu. C'est automatique. Je veux vous dire que cet argent-là, ces 16 milliards-là, c'était de l'argent que les gens buvaient des bières dans les rues de Paris. Les gens avaient des cartes dans ce pays. Dans ce pays. Non, dans ce pays. Pourquoi payer les fonctionnaires en retard? Ben ça, il faudrait... Ça. Mais s'il vous plaît... Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons réserve d'échange. Nous avons des régies financières qui font des exploits. Et pourquoi payer les gens en retard? S'il vous plaît, j'étais en train de dire, cher Dan, dans ce pays, n'oubliez pas qu'il y avait des gens qui avaient des cartes Visa qui tiraient de l'argent dans le trésor public directement. Cet argent n'était pas budgétisé. Non, ça n'existe plus. Et cette bêtise n'existera plus. Quelqu'un qui a une carte, qui retire de l'argent au nom de la République à n'importe quel moment. Alors qu'il a tous les avantages de la République. Ce n'était que du vol. Dans ce pays, vous aviez suivi les dossiers Bukanga Alonso. Et aujourd'hui, ça m'étonne qu'il Matata Tampogno, qui dans un pays sérieux serait appelé un voleur. Dans un pays sérieux. Mais un monsieur comme ça, qui s'est dit je suis candidat à président de la République, vous vous acharnez contre moi, alors qu'il est revenu lui-même pour dire que non, je viens affronter la justice. Comment? Vous voyez, dans ce pays, nous avions eu des gens comme ça où on décaisse 300 ou 280 millions de dollars et que cet argent construit l'université privée de quelqu'un. Dans ce pays, on a eu les contrats, on a vu les contrats chinois. Des contrats chinois d'une valeur de 8 milliards. Mais cet argent-là partait dans les poches des gens. Mais aujourd'hui, si on vous dit que réellement nous avons 16 milliards, mais ce n'est pas de l'impossible. Yonani, Oboya Kagame. Yonani, Oboya Kagame. Ça vous dit quelque chose? Oui. Ça vous dit quoi? Mais heureusement, nous avons la chance, nous avons la chance d'avoir un chef de l'État qui communique bien. Nous avons la chance d'avoir un chef de l'État qui nous aide. C'est comme ça que moi, j'insurge parfois nos autorités au parti. Comment on n'a pas des communicants pointants? Comment on n'a pas de bons communicateurs au parti? Je me pose des questions. Parce que le chef de l'État nous donne des bonnes lignes. Il a dit, Félix Antoine Tshisekedi a dit que nous ne pouvons pas penser un pays qui a 9 continents et n'est pas avoir des bonnes relations d'amitié ou de fraternité avec nos voisins. Nous sommes voisins. Cher Dan, allez à l'Est, allez à Goma, vous verrez, il y a des gens qui se saluent de Kigali. Ils se disent bonjour. Nous sommes obligés de vivre avec ces gens. Est-ce que vous aviez acclamé Paul Kagame au stade des Martyrs? Non, nous ne l'avons pas acclamé. Ça, c'est ce que l'opposition... Mais qui avait entonné ces chansons au stade alors? Kagame est venu parce qu'il pensait que je pouvais venir présenter des condoléances à un frère ou un voisin. Mon frère Dan, nous vivons tous en société. Et surtout, nous avons des querelles comme ça, des voisinages et autres. Parce que l'enfant de votre voisin a tapé votre enfant et que vous êtes un peu fâché, que les jours suivants, quand ils seront en deuil, vous n'allez pas contribuer, ou vous n'allez pas y passer nuit. Vous n'allez pas acclamer le bourreau, non? Non, mais c'est ce que je vous dis, pas acclamer. Acclamer, tout le monde peut acclamer. Acclamer un bourreau? Non. Ce n'est pas l'UDPS qui a acclamé. Ce n'est pas l'UDPS qui a acclamé. C'était une manifestation de l'UDPS. Est-ce que vous ne voyez pas Kabila être acclamé par des Chegués? Est-ce que vous ne voyez pas même des voleurs de la République être acclamés sur les boulevards parce qu'en échange de 1000 francs, 500 francs? Quand c'est un groupe de badauds, quand c'est un groupe de badauds, quand c'est un groupe de gens... Dans une activité où on voit l'UDPS qui rend hommage à son président légendaire, le président Étienne Tshisekedi, paix à son âme,
les drapeaux de l'UDPS dans tout le stade. Vous remettrez On voit un monsieur qui entre, monsieur Kagame, et tout de suite on entend un chant résonner du stade. Non, pas du stade. D'un groupe, pas du stade. C'est pas vous. D'un groupe d'individus. Vous savez cette image-là. Oui. Lorsque vous regardez l'image, vous verrez que moi, j'étais juste devant les chefs de l'État. Oui. Dans la tribune d'honneur. J'étais juste devant les chefs de l'État. Derrière moi, il y avait, juste derrière moi, oui. S'il y avait la photo, si vous m'aviez dit, je pourrais vous donner même les photos. Juste derrière moi, il y avait Sassou Nguesso, Kagame, je pense qu'il était venu. Ce n'est pas les seuls qu'on a applaudi, de tous les chefs d'État qui étaient là. Non, lorsqu'ils passaient laisser les hommages, il y avait quand même un groupe de gens qui pouvaient acclamer. Mais vous oubliez aussi qu'il y a des Rwandais qui vivent au Congo. Ça peut être un groupe de 5 Rwandais, de 10 Rwandais qui viennent acclamer leur président. Et vous dites que c'est l'UDPS. Non, je pose la question. Non, mais ce n'est pas l'UDPS. Je pose la question. Lorsque nous, UDPS, nous refusons d'acclamer même des ministres. Lorsque nous, UDPS, nous refusons l'injustice. Lorsqu'il y a un certain moment donné, ou même nos autorités, qui peuvent nous donner des avantages, mais nous leur disons non. S'il vous plaît, autorité, mais ici, vous n'avez pas bien géré les choses. Lorsque nous chassons Kabound, vous savez, Kabound, nous l'avions chassé. Il faut dire aussi que c'est la base de l'UDPS. Nous avions chassé Kabound. Mais de quel intérêt nous pouvons acclamer Kagame? Non. Mais je vous informe qu'il peut y avoir un groupe de 10 personnes ou 10 Rwandais qui sont au Congo, qui viennent acclamer, mais ce n'est pas ça. Moi, j'étais présent. Il y a les images, j'étais présent. On ne peut pas acclamer Kagame. Pas du tout. Alors, je ne... Mais cependant, je rappelle que la vision du chef de l'État, c'était d'être en bon terme avec tous les pays frontaliers. En bon terme, pourquoi? Parce que les Congolais qui vivent de l'autre côté. D'accord. Est-ce que Moïse Katumbi, est-ce que Joseph Kabila a-t-il empêché à Moïse Katumbi de prendre part à la présidentielle 2018? Mais déjà, je pense que c'est vrai. C'est vrai que Katumbi, à l'époque, c'est sa famille politique qui a révélé que ce monsieur n'était pas congolais. Et Joseph Kabila dont on parle, c'est son frère, entre guillemets, parce qu'ils ont travaillé ensemble. Ils ont été ensemble avec Moïse Katumbi. Avant, je parle de l'histoire. Parce que l'histoire est un juge impardonnable. Ah oui. Mais ces mêmes personnes ont dit que Moïse Katumbi ne peut pas rentrer au pays, entre guillemets, comme ils avaient comme ils utilisaient la justice, ils utilisaient beaucoup de mots pour pouvoir piétiner leurs adversaires politiques. Ils ont privé à Moïse Katumbi même une carte d'électeur. C'était... Ah mais attendez, maintenant... Mais maintenant, lorsque c'est eux-mêmes qui nous disent que ce monsieur n'est pas congolais, qu'est-ce que vous voulez? Est-il congolais ou non? Non, mais est-il congolais ou pas? Je ne sais pas dire oui ou non parce que moi, je n'octroie pas des nationalités non plus. Nous sommes un parti au pouvoir, bien sûr, mais je n'ai pas ces pouvoirs d'octroyer des nationalités. Mais certes, nous disons, mais est-ce que le fait qu'il puisse avoir son passeport, Moïse Katumbi est congolais. Donc il peut postuler aussi comme président. Mais bien sûr que oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais seulement, si aujourd'hui il y avait des lois, par exemple comme la proposition de loi d'Nsingi Pulu ou de loi Tchani, s'il y avait ces pareilles propositions de loi, ça l'empêcherait. Mais cela n'est pas une discrimination ou cela ne fera pas de Moïse Katumbi non congolais. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a moins de 30 ans ne postulera jamais. Certains disent que sa maman est zambienne. Vous partagez ce point de vue-là? Certains disent. On ne sait pas. Je ne sais pas. Mais c'est ces gens-là qui disent que sa maman est zambienne. C'est quand même ses proches. Ses proches. Il y a Francis Kalombo qui l'a dit dans un plateau suivi que Moïse Katumbi, papa n'a pas juif et maman n'a pas zambienne. C'est des questions. Et c'est comme ça qu'ici, nous sommes à la fois pédagogues. Oui. Nous réveillons la conscience humaine. Vous savez, avec tout ce qui se passe avec Moïse Katumbi, qu'on ne les trompe pas. Qu'on ne trompe pas Moïse Katumbi. Il ne saura pas, même si aujourd'hui il était candidat, il ne saura pas avoir 5%. Est-ce que... Il ne saura pas avoir 5%. Le bilan de l'Union sacrée, Katumbi peut le partager? Bien sûr que oui. Pourquoi? Les bilans positifs, bien sûr. Les bilans négatifs, les points négatifs.
Parce que moi, personnellement... Pourquoi seulement négatif et pourquoi pas positif? Oui, parce que moi, personnellement, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui a bénéficié des intérêts de la République. Quelqu'un qui a été ministre au sortir ou après sa démission, une semaine après, il voit les chefs de l'État, il n'accepte plus l'autorité du chef de l'État. Ça, je ne comprends pas. Quelqu'un qui ne girait... Je prends l'exemple de Chéribé Okende et des ministres Mwando. Mwando, oui. Christian Mwando. J'ai été écœuré de voir les papes se tenir debout pour saluer les présidents lors des messes à la venue du pape. Mais ils ne se sont pas mis debout pour dire que nous n'acceptons pas votre autorité. Mais c'est là que je me pose des questions. Des mêmes personnes qui étaient collaborateurs proches du chef de l'État, qui l'appelait président de la République, qui se mettait debout lors des conseils des ministres ou de toutes les manifestations. Mais après une semaine, ces mêmes personnes, les chefs de l'État, entrent, ils ne se mettent pas debout. Il y a un problème. D'accord. Monsieur Didier Kaninda, Moïse Katumbi doit partager le bilan de... Et c'est comme ça que je disais qu'il doit partager les bilans négatifs, parce que, eu égard de tout ça, quand on fait l'analyse, on comprend que Moïse Katumbi avait une autre carte. C'était la carte de saper les actions du chef de l'État. C'était la carte de dire à ses ministres de ne pas travailler, de dormir pour que le chef de l'État, pour que l'action gouvernementale ait un bilan négatif, afin d'être candidat et pour dire que bon, moi je vais proposer mieux. Nous savons comment ça se passe. D'accord. On va finir, mais j'aimerais qu'on prenne rapidement la rubrique citation. Ok. Je vais prendre un propos de monsieur Bisselele, ancien conseiller privé du chef de l'État, qui avait dit « Le président Félix Tshisekedi a proposé à son homologue rwandais une chose simple. Nous sommes un pays riche, vous êtes nos voisins, aucune guerre ne fera déplacer les frontières, nous resterons des voisins à vie. Je vous propose de mettre en place des projets où nous allons jouer win-win, gagnant-gagnant. J'ai des minéraux chez moi qui vous intéressent. Vous avez la possibilité avec votre carnet d'adresses de contacter les investisseurs partout dans le monde. Et nous allons travailler en synergie pour essayer de développer la zone à révéler, a dit Fortuna Bisselele. Votre réaction par rapport à ça? D'abord, il faudrait savoir qu'à un moment donné, nous avions, une crème et une base de l'UDPS, nous avions mené un combat au prix de notre sang par rapport aux conseillers du chef de l'État, aux proches du chef de l'État. Parce qu'à un moment donné, nous avions aussi été proches du chef de l'État avant qu'il ne soit au pouvoir. Lorsque le chef de l'État était aux affaires, des gens que l'on voyait, on se disait, mais eux là, qu'est-ce qu'ils font là? Et sur ces têtes, il y a des Bisselele. C'est un menteur. Qu'est-ce qui prouverait que ces propos... Il était conseiller privé, non? Justement, qu'est-ce qui prouverait que ces propos sont vraiment des vrais propos, des bons propos? La véracité de ces propos. Parce qu'un conseiller privé du chef de l'État... Pourquoi mentira-t-il au nom du chef? Non, pourquoi dirait-il ces genres de propos? Il est censé être dans l'ombre. Ah oui. Il est censé être dans l'ombre. C'était quoi? Fortuna Bisselele est réputé de quelqu'un qui était calme. Il ne répondait pas. Mais c'était quoi l'intention de son interview? Mais c'est là qu'il faudrait réfléchir. C'était quoi l'intention? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous voyons ces mêmes Fortuna Bisselele chez lui avec des milliers de dollars qui avoisinent à près de 100 millions de dollars. Chez lui, à la maison, chez lui. Où est-ce qu'il tire cet argent? D'où est-ce qu'il a eu cet argent? Alors que nous avons des conseillers de chefs de l'État où nous voyons, il y a des conseillers comme des excellences. David Moukeba, on est là, on sait quand même qu'il n'a pas 100 000 dollars chez lui à la maison. D'où aurait-il eu cet argent-là? Voilà, c'est comme ça que nous disons que ces gens-là, lorsque nous combattions à l'époque pour dire que le chef de l'État est mal entouré, c'était parce qu'on voyait que ce n'étaient pas des bons collaborateurs. C'était des gens qui profitaient de l'aura et de la confiance du chef pour faire d'autres marchés. C'est comme ça qu'il peut énumérer ces genres de propos qui sont condamnables. Et je pourrais dire que c'était des propos flatteurs. Il flattait peut-être le Rwanda. Est-ce que Joseph Kabila est-il sérieux? Joseph Kabila? Oui. Je me dis, je pars aussi dans cet adage où on dit que les petits esprits parlent des gens.
j'aime pas trop parler des gens, mais plutôt des esprits. Mais Kabila, sa gestion de la République n'a pas été une gestion sérieuse. Il a géré la République avec la légèreté des questions sécuritaires, des questions d'éducation, des questions de reconstruction des pays. En 18 ans, il n'a construit aucune école. Mais quand le CG Kabouya a dit que Kabila est sérieux, ben, il faut le demander. C'était une faute de communication de la part du CG Kabouya. Quand vous vous attaquez à votre chef, oui, bien sûr, je m'attaque à lui. Il essaie, c'est là la différence. Vous voyez, la différence dans l'IDPS, c'est que nous sommes un parti démocrate où il y a divergence d'opinion. Et nous le disons, ça ne les dérange pas non plus. Moi, personnellement... Vous ne craignez pas avoir des difficultés, des problèmes au sein du parti. C'est lui qui gère le parti au quotidien. Mais bien sûr. Non, mais il est au-dessus de tout ça. Vous avez dit tantôt, il y a Lambert Mende qui a fortement critiqué les chefs de l'État. Mais il n'hésite pas à les recevoir. Nous sommes un parti né dans les conflits, dans les divergences et tout. Et ici, je peux lui dire, ah CG, ici, c'était une faute de communication. Moi, je les critique comme média. Je dis, mais CG, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Je l'ai dit hautement. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ferme ses portes. Non, c'est un démocrate, c'est quelqu'un qui peut te dire, non, non, je vais t'expliquer ici, c'était comme ça. C'est un démocrate. Le CG, il a un esprit ouvert. Et au-delà de tout, c'est vrai qu'autour de lui aussi aujourd'hui, il se passe qu'il y a des gens qui sont extrémistes et plus que lui. Vous aviez vu? Moi je suis aussi trop proche de la presse. Combien de fois? Vous êtes aussi... voilà, combien de fois, par exemple, des amis comme Fils Moukoko, combien de fois ils sont passés sur mon plateau pour critiquer les CG? Les CG, oui. Il y en a plein, il y en a plein. Fils Moukoko, il y a... Mais ces gens-là sont reçus par les CG. Ces gens-là, ils rient ensemble. Moi-même qui vous parle, je suis plus proche de lui. Il paraît qu'il y a des privilégiés et des non-privilégiés au sein du parti. C'est pas ça? Ça, c'est des problèmes internes du parti. C'est vrai, mais nous combattons cela avec la toute dernière énergie. J'ai fait des émissions pour dire exactement au CG, voici des propositions. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, un parti au pouvoir, nous devons aller aussi aux réformes au sein du parti. C'est-à-dire avoir des cellules de gestion, des gens qui réfléchissent économie. Aujourd'hui, il y a la technologie. Est-ce que les gens savent que le chef de l'État a créé, par exemple, une grande entreprise, le Conseil national des batteries? Le Conseil national de la batterie. Oui. Est-ce que les gens ils savent? Il faudrait avoir, s'il vous plaît, il faudrait avoir des cellules au sein du parti où nous réfléchissons sur la technologie, sur la communication, sur les droits, sur la révision constitutionnelle, sur les mandats du président de la République. Nous devons bypasser toutes les questions. Nous sommes un parti au pouvoir. C'est là ma lutte au sein du parti. C'est comme ça que quand vous voyez par exemple ces courriers envoyés au CG, il y a toutes les propositions sur la gestion de la ville de Kinshasa. Nous proposons, nous donnons des propositions. C'est là mon combat au sein du parti. Mais je peux vous dire que le CG Kabouya, au-delà des imperfections, ce n'est pas un homme parfait, mais c'est quelqu'un qui est épris d'amour. D'accord. Oui, c'est quelqu'un qui est épris d'amour, mais nous continuerons notre lutte de l'interne et à l'interne du parti. C'était M. Didier Kaninda, une crème de l'UDPS. Mesdames et messieurs, je vais saluer tous ces jeunes qui sont dans l'UDPS, tous ces jeunes qui défendent ce parti qui soutient la vision du chef, ce parti présidentiel, toutes ces personnes qui sont justement en train de se battre pour militer pour les changements tant attendus. Merci beaucoup, M. Didier. Merci à vous aussi. Ce n'est pas une dernière fois qu'on vous reçoit, c'est chez nous. Exactement, j'attendrai la prochaine invitation. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous qui nous suivez de par le monde. En tout cas, nous n'avons pas de tendance, c'est des questions que nous avons posées juste pour que notre invité nous donne l'éclaircissement parce que nous sommes des porte-voix du peuple. Le peuple parle au travers de nous pour que les décideurs que vous êtes, vous puissiez vous exprimer de façon tout à fait libre et indépendante. Portez-vous bien, on se retrouve donc prochainement avec le même plaisir sur Congo Buzz. Au revoir.